Bienvenue pour cette intervention que nous faisons après le déjeuner. Donc nous avons la tâche difficile de peut-être vous redonner un peu d'énergie, mais je pense que l'effervescence dans toute la conférence vous permet quand même de rester un petit peu éveillé. Et puis a priori, on va vous parler de choses qui sont assez intéressantes, en tout cas qui nous passionnent nous, donc c'est déjà pas mal. Et l'idée, alors, de cette intervention aujourd'hui, Simon, je vais peut-être te demander de passer notre slide. On va vous parler d'algorithmes et d'explications. En revanche, on ne va pas vous faire une grande conférence sur l'explication des algorithmes. Nous, notre parti pris d'aujourd'hui, c'est de se dire, au quotidien, dans notre vie de tous les jours, nous interagissons avec des algorithmes, parfois sans nous en rendre compte, parfois en nous en rendant compte, et souvent en nous demandant comment ils fonctionnent. Donc cette idée, c'est de vraiment partir de nos interactions pour se poser des questions sur l'explication. Le deuxième parti pris qu'on va avoir pendant le temps qu'on a ensemble, c'est de se dire aussi, quand on pense explication et algorithme, ou explication et intelligence artificielle, on a souvent tendance à penser à l'explicabilité, l'intelligibilité des modèles, ce qu'on va appeler l'XAI ou bien l'explainable AI, explainable artificial intelligence, tous ces termes-là, qui est donc une approche technique à l'explication des algorithmes. Et j'ai cru voir dans le programme de la conférence qu'il y avait des sessions dédiées à ce sujet qui est assez passionnant. Il y en a une, je crois, à 16h30, si j'ai bien revérifié le programme. Mais nous, on ne va pas vous parler de ça. Voilà. L'idée qu'on vous propose aujourd'hui, c'est de se dire, l'explication, c'est une provocation, une proposition. L'explication ne se limite pas au côté technique et peut aussi être abordée d'une autre manière. Et alors, vous vous dites aussi, qui êtes-vous ? Donc, on va peut-être maintenant se présenter, après vous avoir dit ce qu'on avait décidé de prendre comme parti. Donc nous sommes trois devant vous aujourd'hui, Simon Chignard, Estelle Harry et moi-même, Swazik Pénicaud. Et nous avons des expertises assez variées dans nos milieux professionnels, en design, en politique publique, en sciences sociales. Et pour l'historique que je vous fais courte, Simon et moi travaillons ensemble, avons travaillé ensemble à Etalab pendant plusieurs années, notamment sur le sujet des algorithmes publics. Et c'est notamment dans ce cadre-là que nous avons rencontré Estelle, qui, elle, est designer et qui, entre autres, est chercheuse sur le sujet du design et des algorithmes. Donc nous sommes ce trio de choc devant vous aujourd'hui. De choc, je vous laisserai en juger par vous-même. Mais en tout cas, ce que je peux déjà faire, c'est vous dire de quoi on va parler. Et l'idée d'aujourd'hui, c'est de vous parler de trois choses. La première, c'est de partir d'une interaction concrète avec un algorithme et de voir ce que ça nous dit de l'explication. La deuxième, c'est de vous partager quelques manières qu'on a identifiées qui peuvent nous permettre de lever le voile sur des systèmes qui peuvent nous paraître opaques a priori. Et en partant de ces manières de lever le voile, de réfléchir ensemble à ce que ça nous propose, ce que ça nous suggère sur l'explication algorithmique. Et pour commencer ça, je vais passer la parole à Simon, qui, je crois, a une interaction à nous partager avec un algorithme. Oui, bonjour à tous, bienvenue et donc merci Swazik d'avoir cadré les échanges. Moi, je vais vous raconter une expérience professionnelle particulière puisqu'il y a quelques temps de cela, j'ai décidé de devenir un influenceur dans mon domaine. Et ayant largement passé l'âge de me dandiner sur TikTok, je me suis concentré sur LinkedIn. Et donc, ce que je vais essayer de vous raconter, c'est précisément ce parcours autour de la recherche de visibilité de contenu. Donc là, vous avez deux exemples de production de contenu. Alors, qui n'est pas sur LinkedIn aujourd'hui ?
Peut-être qu'il y en a parmi vous, dénoncez-vous. Hein. Voilà. Très bien, il y en a un ou deux qui ne sont pas sur LinkedIn. Pour tous les autres, donc vous avez peut-être ou vous n'avez peut-être pas vu passer ces exemples de contenu. Donc le premier exemple, au début de l'été, j'ai lancé une série de vidéos en ligne sur la stratégie européenne de la donnée. Voilà, essayer d'expliquer quelques nouveaux concepts. D'ailleurs, dans cette même salle, avec Swazik, on fait de la pub aussi pour les autres conférences. Dans cette même salle, juste après, il y a une présentation d'Anna Ludin de la DG Connect que je vous recommande de voir aussi. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. Donc, produire un contenu vidéo. Le deuxième exemple, c'est de partager des ressources, donc un certain nombre de ressources intéressantes sur ces sujets de données et d'algorithmes avec une dimension, si possible, européenne. Et donc, ma question de départ, c'était que produire des contenus, ça demande un certain temps. Pour produire 3 minutes de vidéo, c'est à peu près, grosso modo, une journée de travail, en fait. Entre la recherche, écrire le script, faire le tournage, faire le montage, faire le sous-titrage, parce que les sous-titrages automatiques ne sont pas de bonne qualité, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, il fallait que ça puisse, quelque part, payer, entre guillemets. Et dans nos métriques, qu'est-ce que ça veut dire payer? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire la visibilité, ce qu'on appelle le reach, et l'engagement. Alors, si vous revenez sur les exemples, et si on peut les revoir à l'écran, merci. Le premier, en matière de reach, a atteint un peu moins de 40 000 impressions. Le deuxième, 70 000 impressions. Et puis, en termes d'engagement, donc qui est la deuxième métrique, on arrive à un peu moins de 400 dans le premier cas et de 500 ou 600 dans le deuxième cas. Donc, en matière de reach, de nombre de gens qui ont vu le message, c'est pas mal, c'est même pas mal du tout. En matière d'engagement, on est en dessous des standards un peu particuliers. Et donc moi, mon premier questionnement, ça a été de se dire, OK, comment on peut donner plus de visibilité à un contenu? Donc il y a forcément la première composante, ça va être effectivement de se dire, bah, faut que ce soit du contenu intéressant, on est d'accord. Mais au-delà de ça, quelle est la part de l'influence de l'algorithme de LinkedIn, en l'occurrence celui qui va décider de ce que vous voulez voir, de ce que non pas vous voulez voir, parce qu'on va voir qu'une grande partie du choix ne se fait pas par vous, utilisateurs de LinkedIn, mais par l'algorithme lui-même, et de comprendre l'influence, par exemple, de commentaires. Est-ce qu'un commentaire, alors c'est pseudonymisé, hein, travaillez dans le domaine de la data, vous reconnaîtrez peut-être et Jean-Christophe et Karine. Mais par exemple, est-ce que le fait que Jean-Christophe fasse un commentaire en 4 lignes, c'est mieux que quelqu'un qui fera un commentaire en 2 lignes? Est-ce que pour l'algorithme, c'est un signal plus intéressant? Vous pouvez aussi repartager du contenu. Donc là, Karine repartage le contenu en mettant quelques lignes, et puis d'ailleurs en lien avec sa structure. Okay. Donc la question, c'est comment tous ces signaux-là sont interprétés par l'algorithme et comment on peut essayer, en tant qu'interaction, en tant que créateur de contenu, pour essayer de lui donner le maximum de visibilité. Alors pour faire ça, je me suis lancé dans un parcours pour essayer de comprendre comment ça marche. Alors notre premier arrêt dans le parcours, c'est d'aller voir la plateforme elle-même. Alors là, c'est assez intéressant parce que LinkedIn donc, a un blog officiel. Et sur ce blog officiel, ils ont lancé juste avant l'été, à croire que les bonnes idées se propagent aussi, cette idée de créer une série de contenus. Donc ils ont créé des contenus vidéo en ligne dont la qualité graphique est des années-lumière de ce que moi j'arrive à faire avec mes moyens plus limités. Et une série de contenus autour de démystifier le feed, donc le flux. Le feed, en l'occurrence, c'est le newsfeed. Tout le monde voit de ce dont je parle, c'est quand vous arrivez sur LinkedIn, qu'est-ce qui vous est présenté, dans quel ordre et autres. Donc vous aurez cette première série-là, il y a une dizaine de petites vidéos de moins de 50 secondes qui vont vous expliquer comment on pourrait démystifier le feed. C'est assez intéressant déjà parce que vous voyez que LinkedIn dit bien « How the algorithm works ». Sous-entendu, il y aurait un algorithme. Vous imaginez bien qu'en fait, il n'y en a pas un, mais des myriades, une pléthore de systèmes qui interagissent entre eux. Ça, c'est le premier exemple. Donc là, je suis resté un peu sur ma faim parce que ça reste très, très en surface. Toujours en allant chez LinkedIn, sur le blog de l'équipe d'ingénierie, là, je ne suis pas resté sur ma faim, mais je suis resté tout aussi perplexe, puisqu'on a des explications qui vous expliquent notamment qu'ils ont mis en place depuis 2 ou 3 ans un système qui mesure le dwell time. Le dwell time, c'est le temps d'arrêt. Donc le principe, c'est que LinkedIn, sur les news comme Facebook, comme Twitter ou comme beaucoup d'autres, travaille avec une notion de flux. Donc un contenu chasse l'autre. Okay. Et là, le dwell time, c'est mesurer vos arrêts. Est-ce que vous vous arrêtez quand vous scrollez un contenu, d'accord? Et donc, on mesure ce temps d'arrêt-là, et ce temps d'arrêt-là est censé être un indicateur de votre intérêt pour le contenu. C'est bon?
Pourquoi on utilise ça chez LinkedIn? Parce que ça permet, en gros, tout le monde ne va pas liker. Peut-être que vous n'aimez pas liker des contenus. Et pour autant, comment on mesure votre intérêt si vous n'avez pas une action précise? Là, l'action, c'est regarder ça. Donc finalement, d'un côté, j'ai ça, j'ai une explication hyper générique. De l'autre côté, j'ai une explication assez mathématique pour le coup. Mais dans les deux cas, ça ne répond pas à une compréhension un peu du mécanisme. Alors, je quitte LinkedIn, je vais sur YouTube et je cherche si sur YouTube, il y a des explications sur la manière dont fonctionne le newsfeed de LinkedIn. Et là, pareil, il y a pléthore de vidéos. Alors, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire aussi sur l'algorithme de ranking des résultats sur YouTube, mais ça, c'est pour l'année prochaine. En tout cas, là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un vrai intérêt. Il y a des codes graphiques un peu particuliers qui sont aussi ceux de YouTube. Et puis, on retrouve toujours deux idées. La première, c'est l'idée que c'est un algorithme qui se hack. Okay, donc, en gros, il y aurait des recettes un peu, il y aurait des trucs, il y aura un moyen d'aller contourner la règle, il y aura un moyen de jouer avec elle, de la dompter, d'où le titre aussi de cette transparent, dompter le fil d'actualité. Et puis l'autre idée qu'on a aussi, c'est que globalement, l'algorithme, il se renouvelle très régulièrement. Donc ceux qui travaillent autour de ça essayent de dire, il y a une édition 2021, une édition 2022. Bon, en vrai, ce n'est pas millésimé aussi clairement que ça. Mais bon, on retrouve tout ça. Mais ça nous donne quand même une indication qui est qu'en fait, il y a plein de gens en dehors de LinkedIn qui ont un intérêt à produire de l'explication autour de la manière dont ça fonctionne. Je suis allé sur Twitter pour voir si sur LinkedIn on racontait des choses. J'ai rien trouvé après ce tweet que j'ai trouvé assez amusant d'un gars qui dit « Je suis tellement content que l'algorithme du fil d'actualité de LinkedIn soit tellement nul qu'il n'y a aucun risque que je devienne accro. » Ça, c'est pour ceux qui sont sur Instagram ou TikTok. Effectivement, on devient moins accro a priori au fil d'actualité de LinkedIn qu'un autre, mais en tout cas, il n'y a toujours pas l'explication. Et puis, je suis enfin revenu sur LinkedIn, mais là, pas en regardant ce que LinkedIn dit de sa plateforme, mais ce que des tiers disent de LinkedIn sur la plateforme LinkedIn. Et là, je vous donne juste un exemple. Tous les chiffres que je vais vous présenter derrière sont issus de la même étude. À peu près toujours le même profil. Donc, vous avez un expert, souvent formateur sur ces questions-là, donc expert du SEO, et qui va aller faire. Alors, la méthodologie est plus ou moins transparente, claire, validée. On n'est pas du tout dans le domaine de la recherche. Et qui va dire, moi, j'ai analysé 6, 7 000, 10 000 posts, et puis j'ai regardé leur reach, le nombre de vues, d'impression et leur engagement, le taux de personnes qui, parmi tous celles-là, ont fait une action un peu particulière, poster, commenter ou autre. Et il arrive avec ce genre de nouvelles-là. D'accord ? Alors là, tout ce qui est écrit là est issu de ce rapport d'avant, pour avoir la source. Qu'est-ce qu'il nous raconte ? Le premier point qu'il nous raconte, qui moi je trouve est tout à fait intéressant, c'est que en moyenne, d'après cette analyse qu'il fait lui, vous ne voyez que 8 à 15% du contenu qui est partagé par tous les gens que vous suivez. D'accord ? Ça veut dire qu'en gros, je ne sais pas combien on est dans cette salle, on va dire 1 millier. Ouais. Ça voudrait dire qu'il n'y en a en fait que 15% d'entre vous qui entendraient directement ce que je suis en train de dire, okay, et tout le reste de la conversation ne vous est pas accessible. Donc c'est quand même assez fondamental. Le deuxième point est complètement indémontrable en plus. Ces chiffres-là, je vous les donne, c'est des ordres de grandeur, mais ils ne sont pas démontrables. L'autre point qui est vachement plus intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a cette notion de timing, c'est-à-dire de dire, en fait, ce qui compte, c'est les 2 heures après la publication. Okay ? Pourquoi ? Parce qu'en gros, si j'ai encore une fois 1000 personnes qui sont abonnées sur mon flux LinkedIn, en gros, on va d'abord envoyer à un groupe test. On ne sait pas quelle est la taille du groupe test. Est-ce que c'est 100 personnes ? Est-ce que c'est 200 ? Est-ce que c'est 500 ? Mais en tout cas, un groupe test. On va regarder s'ils interagissent. S'ils interagissent, l'algorithme va booster le contenu. S'ils n'interagissent pas, qu'est-ce qui se passe ? L'algorithme va le ralentir, au contraire de le booster. Ça va avoir un effet beaucoup plus négatif. Donc ça, c'est important. Donc on nous dit aussi qu'un commentaire est 4 fois plus important qu'un like et 7 fois plus important qu'un like s'il intervient dans les 2 premières heures. On nous dit qu'un post va recevoir 25 000 à 50 000 vues s'il reçoit au moins 80 à 100 engagements dans les 2 premières heures. Enfin, on a vraiment cette notion de flux qui est fondamentale à comprendre. Et puis enfin, le dernier point, en fait, on voit que cet algorithme, il ne sert pas qu'à booster du contenu, il sert aussi à le ralentir.
Par exemple, peut-être, et j'en connais, je ne citerai personne, mais j'en connais, qui vont taguer le maximum de personnes possible sur chaque post. Peut-être que vous l'avez déjà fait, moi je confesse, je l'ai déjà fait aussi. Très mauvaise idée. Si vous taguez 10 personnes et qu'il y en a moins de 5 ou 5 qui réagissent à votre contenu, qui le like, qui le commentent, alors votre contenu, il est ralenti. C'est un effet négatif sur la diffusion du contenu. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que en fait, ce que ça nous montre, et je pense que c'est assez vrai de beaucoup de nos interactions qu'on peut avoir avec des algorithmes, c'est que la plupart des explications disponibles, elles sont situées, non neutres et parcellaires. Situées, c'est-à-dire qu'en gros, se pose la question de qui parle à qui et d'où on parle. Soazic, tout à l'heure, en introduction, vous a dit d'où on parle. Et là, on va se poser la question, voilà, qui parle? Bien sûr, ce n'est pas la même chose quand c'est la plateforme elle-même qui parle, quand elle essaye de parler à d'autres ingénieurs, c'est l'exemple de l'équation que je vous ai montré tout à l'heure, ou quand elle essaye de parler à des régulateurs, quand elle essaye de parler à des parlementaires qui essayent de réguler ces plateformes. Ça, on ne va pas avoir les mêmes discours. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'explication neutre. Il y a à chaque fois des intérêts propres là-dedans. Donc chacun a un intérêt à aller construire des explications différentes. Et d'ailleurs, c'est même le cas pour les différents paramètres qu'on va trouver. Et enfin, ce qu'on a, c'est qu'on a souvent des explications qui sont parcellaires. Quand je dis parcellaire, c'est que vous voyez bien que même là, dans cet exemple, en fait, ça me dit plein de petits trucs. Ne tag pas plus de X personnes si tu n'es pas sûr qu'ils répondent. Mets entre 3 et 5 mots-clés. Ne mets pas plus de 10 emojis. Attention, jamais plus de 10 emojis. Si vous en mettez 12, bam, sanction. Si vous en mettez 4, c'est bon. Enfin, il y a plein de petits trucs comme ça. Mais finalement, qu'est-ce que ça vous raconte de la manière dont fonctionne l'algorithme? Et ce qu'on n'a pas, c'est la big picture. C'est l'image mentale du truc. Alors cette question de l'image mentale, et je finirai sur ces exemples-là, c'est la question de à quoi ressemble l'algorithme et quelle image on se fait de l'algorithme. Alors, il y a plein de recherches, et pour le coup de vraie littérature scientifique sur le sujet. Je vous en ai montré deux, l'une autour de deux exemples, l'un qui date un peu autour des algorithmes de Facebook et l'autre plus récente sur les applications de rencontres. Et dans les deux cas, en fait, ce que ça montre, c'est que chacun des utilisateurs se fait plus ou moins consciemment une image mentale de à quoi ressemble l'algorithme et que cette image mentale, elle est fondamentale parce qu'on va interagir avec en fait. C'est pas forcément une image dégradée de comment ça marche. Le sujet, c'est pas tellement de savoir si votre image mentale correspond à la réalité. Le sujet, c'est que votre image mentale, la manière dont vous avez compris, vous pensez avoir compris comment ça marche, va déterminer vos interactions avec l'algorithme. Vous allez faire un truc en disant « Ah oui, mais si je fais ça, alors l'algorithme va faire ça pour moi. Et si je fais comme ça, il ne va pas faire comme ça. » D'accord ? Donc ça, c'est la question de l'image mentale. Et donc, ce serait quoi l'image mentale de cet algorithme du newsfeed de LinkedIn? Alors, vous avez une première réponse qui vous est donnée sur LinkedIn elle-même. Donc, quelqu'un qui dit « LinkedIn algorithm is like a puppy ». Donc, c'est comme un petit chiot. Qui est une image mentale intéressante pour les utilisateurs, pas pour les créateurs de contenu. En gros, un petit chiot, si vous ne voulez pas qu'il pisse sur le canapé, il faut lui expliquer qu'il ne faut pas pisser sur le canapé. Si, en tant qu'utilisateur de LinkedIn, vous trouvez que le contenu n'est pas celui que vous attendiez à voir, alors il faut interagir avec. Ouais, vous avez 3 petits points, vous cliquez, vous dites « voir moins de ça » ou « ce sujet ne m'intéresse pas ». Donc ça, c'est une première image. Mais moi, je trouve qu'elle ne correspond pas à ce qui pourrait être une image mentale pertinente pour quelqu'un qui veut poster du contenu sur LinkedIn et non pas juste en consommer. Peut-être avez-vous des idées d'image mentale de comment on pourrait représenter ça? Non, pas d'idée. Comment vous représentez ce système? Alors, j'entends ce serait un désert parce que je ne l'utilise pas, c'est intéressant. Alors vas-y, donc je vais créer du contenu là-dedans et je vais mourir de soif parce qu'il ne se passera rien. C'est un bon exemple. Donc ça pourrait être un désert. Est-ce qu'il y a d'autres idées d'image mentale? Alors c'est intéressant parce que donc on a entendu le désert. Moi je suis aux antipodes complets. Tu parlais de la chaleur, moi je vais vous parler de la glace. Pour moi, mon image mentale de l'algorithme du newsfeed, c'est ça. Ça c'est le curling, qui est le sport olympique le plus moqué. Mais finalement, l'image mentale, c'est fondamentalement celle-là. Je suis, ça se joue en équipe, je suis la fille qui est au milieu, la balle qui est en fait une grosse boule, c'est mon contenu, okay. Et mon objectif, comme c'est toujours du flux, je vous le rappelle, c'est qu'elle aille le plus loin possible.
Ce qui n'est pas le cas dans le curling. Dans le curling, ce qu'on veut, c'est qu'elle arrive à un endroit très précis. D'accord ? Et donc, je vais, à un moment donné, lancer cette balle de la même manière que le joueur ou la joueuse de curling. Il n'y a pas de joueur de curling professionnel ici ? Bah, c'est un bon exemple de bulle de filtre. Hein. On serait d'accord que... Bref. J'envoie, à un moment donné, je lâche ma balle. Il faut bien la lâcher, quoi. Hein ? De la même manière qu'à un moment donné, j'ai fini d'écrire mon post, il va bien falloir écrire sur publier. Donc, ma main tremble sur la souris, mais à un moment donné, il va falloir la lâcher. Et puis là, vous avez à côté 2 acolytes qui vont passer leur temps à remonter, à essayer de frotter la glace avec un petit balai pour faire avancer ce truc derrière. Et bien, en fait, vous êtes tous ceux avec le petit balai. Ça marche ? Parce que vous aidez le contenu à aller plus loin. Mais LinkedIn, elle est comme celle-là. C'est comme la dame à côté, là. Alors, sur votre droite ou sur votre gauche. Mais celle qui est là, elle regarde le truc et puis elle dit « Ah, mon petit gars, t'as tagué plus de 25 personnes, tant pis pour ta gueule. T'as mis 12 emojis, tant pis pour ta gueule. » Et donc, elle va faire ou ne pas faire ce qu'il faut pour vous faire avancer, pour aller plus loin. Et donc, mon dernier slide sur cet exemple-là, c'est qu'en fait, ce à quoi on est en train de jouer, c'est un nouveau jeu qui a un mix entre le curling et LinkedIn. Ça s'appelle le Curlington. Qui est très particulier. Et donc les autres balles, là, par exemple, là, ce jour-là, j'ai lancé mon truc, super, et en fait, il y avait un autre contenu posté par Axel Lemaire ou par Jacques Priol, et bam, le mien n'a pas été visible. J'étais dégoûté. Et comme le curling, et j'en finirai là-dessus, le curling, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne sait pas comment ça marche, en fait. Il y a des règles du jeu, mais la physique du curling, encore maintenant en 2022, n'est pas connue. Il y a 6 ou 7 théories différentes, mais aucune n'a pu être démontrée comme étant la bonne théorie qui explique la physique du curling. Donc au final, mon exploration pourrait être résumée par cette phrase de Socrate. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et pour autant, ça ne m'empêche pas de jouer un peu à ce jeu et d'essayer de raffiner au fur et à mesure. Alors, cet exemple d'interaction très détaillé pour vous dire qu'en fait, ce qu'on va essayer de faire là, c'est aussi de vous présenter des manières de lever le voile. Donc, pas de jouer au curling, mais de lever le voile sur nos interactions quotidiennes. Et pour ça, il y a 3 manières qu'on va vous présenter rapidement. La transparence à valeur d'usage, et je vais laisser Estelle vous la présenter. Les coalitions d'acteurs que nous présenterons Swazik. Et puis la dernière, c'est de faire parler les ouvriers, ceux qui mettent les mains dans le cambouis de la fabrique de ces algorithmes. Merci Simon. Alors pour commencer, pour parler de transparence à valeur d'usage, j'aimerais en fait commencer par la question des publics. Ça, c'est souvent peut-être un grand oublié quand on parle de transparence algorithmique ou quand on invoque le terme de transparence, c'est qu'on ne pense pas vraiment à qui on essaye de s'adresser. Sachant qu'en fait, autour de la transparence, on peut avoir tout un tas d'acteurs qui peuvent être intéressés de façon X ou Y pour une raison X ou Y, pour un besoin quelconque. Donc typiquement, quand on est designer, on aime bien faire des schémas et on aime bien en fait un peu spatialiser tout ça. Donc entre guillemets, pour moi, la transparence, c'est une sorte d'espace où on va avoir des acteurs et ces acteurs vont avoir besoin d'objets spécifiques, d'explications spécifiques. Merci. Et pour commencer, en fait, j'aimerais parler d'un de ces objets qu'on rencontre très facilement, qui est un peu, on va dire, la réponse pas forcément simple mais rapide, c'est celle de la publication du code source des algorithmes. Donc ça, je pense qu'on voit à peu près ce que c'est, on voit à peu près la logique derrière, c'est que à partir du moment où le code source est accessible et disponible, on va pouvoir le regarder, le décortiquer et comprendre ce qui se passe. C'est ce que j'appellerais un peu une explication un peu brutaliste, c'est-à-dire c'est un peu comme du béton, hein, si je puis dire, c'est qu'on met les choses accessibles directement, il y a peu de travail derrière tout ça. De travail de médiation autour du code. Hein. L'algorithme en tant que tel est forcément travaillé. À savoir que dans le cas de Parcoursup, c'est assez intéressant. Dans le repo, chaque année, en fait, ils vont, en plus du code source, publier une sorte de rapport qui vise un peu à vulgariser, si je puis dire, l'algorithme et à expliquer un peu de façon accessible. Je remets des guillemets parce que je ne pense pas que tout le monde puisse vraiment comprendre ce qui se passe derrière, mais ça c'est un autre sujet. Mais tout du moins, il n'y a pas que le code source en tant que tel, il y a quand même des explications de texte, si je puis dire, qui vont avec. La question qui se pose autour du code source, c'est mais
quels sont les usagers en fait autour de cet objet de transparence, et on peut peut-être déjà en voir 3. Peut-être que l'un d'entre eux, ça va être les concepteurs. Alors ça, c'est vraiment terme au sens très large. Ça peut être des développeurs, ça peut être des data scientists, etc. Donc c'est tout un ensemble de métiers qui sont là généralement pour construire les algorithmes avec des lignes de code, si je puis dire. Où là, peut-être que le partage du code source, ça va être en fait une forme de partage de connaissances et de partage des pratiques. Donc on est sur un besoin autour de un besoin qui est quand même assez pratico-pratique et très métier, si je puis dire. Mais si on prend d'autres acteurs, si on essaye de changer un peu de regard sur le sujet, on va se rendre compte que, par exemple, le législateur, lui, ça peut l'intéresser de regarder le code source pour voir si la logique mathématique qui est dans ce code correspond au droit. Ce qui est peut-être pas mal, notamment quand on parle d'un algorithme comme Parcoursup qui répond à tout un tas d'obligations légales. Là, c'est quand même important de voir si les choses sont bien alignées entre elles. Enfin, société civile, on va être dans une logique peut-être plus large d'accountability et d'essayer de voir la question de la justice sociale. Par contre, ce qu'on peut se dire aussi, c'est que le code source, ça ne va pas forcément être très utile pour des utilisateurs. Quand on pense à Parcoursup, on va tout de suite penser aux élèves qui font leur liste de vœux sur Parcoursup, etc., etc., et pour qui, en fait, le code source, ça ne va pas amener grand-chose. Potentiellement, ils ne savent même pas le lire, donc c'est un peu compliqué. Ce dont on se rend compte assez rapidement quand on regarde la compréhension de Parcoursup, c'est que les étudiants sont un peu paumés, sont dans des situations de détresse et au final, le système qui est Parcoursup, ça paraît être quelque chose un peu de sans sens. C'est-à-dire que là, typiquement, il y a eu un certain nombre d'étudiantes qui ont envoyé de fausses lettres de motivation et qui se sont rendus compte qu'ils ont été acceptés dans des formations alors qu'à la place, ils ont envoyé des recettes de cuisine. Bon, après, si c'est un CAP cuisine, ça peut être cohérent, mais bon, je ne crois pas. Ou même dire clairement je ne veux pas venir et on est quand même pris. Donc là en fait il y a une forme d'incompréhension qui se produit. Et ce qui est intéressant, c'est d'aller voir au niveau de la plateforme Parcoursup, c'est en fait comment elle se présente et qu'est-ce qu'elle présente comme information par rapport à l'algorithme et à ce système. Donc ça, c'est c'est l'interface pour chercher une formation sur Parcoursup pour ensuite l'ajouter à sa liste de vœux. Lorsque vous arrivez sur la page, vous imaginez que la carte de France, il y a tout un tas de points. En fait, vous avez absolument toutes les formations disponibles dans le monde. C'est un peu dur et un peu violent quand on se prend cette carte en face, mais bon, soit. Vous avez sur la gauche une possibilité de filtrer de faire des recherches en fait pour cibler des formations précises, et vous avez en dessous de cette barre de recherche la liste des résultats associés. Ce que vous pouvez voir, c'est que chacun des résultats ne présente pas forcément exactement les mêmes informations. Donc déjà, on a un peu une question d'homogénéité dans les informations qui sont présentées, qui ne vont pas être les mêmes en fonction des formations, ce qui pose un peu problème quand même quand on est étudiant, qu'on essaye de s'orienter là-dedans, c'est pas d'une clarté folle. On a aussi des signes graphiques qui n'ont pas forcément beaucoup de sens, genre sur la deuxième proposition, vous avez cette sorte de petit camembert, je ne sais pas ce que c'est exactement, mais c'est présent. Et c'est surtout la question, au final, est-ce que de savoir, le nombre de places c'est important, mais le taux d'accès, comment est-ce qu'on l'interprète, c'est pas forcément évident. Et il y a peut-être aussi d'autres informations qui pourraient être intéressantes, typiquement la localisation, vous avez la carte, certes, mais est-ce que le nombre de boursiers qui peuvent être acceptés, etc., etc. Lorsqu'on va au second niveau d'informations qu'on peut trouver, on n'a pas forcément plus de précision, on va plus avoir de l'explication de texte des pourcentages qu'on a vus juste avant, c'est-à-dire qu'on va vous dire ça c'est le nombre de places, ça c'était le nombre de vœux total, ça c'était le nombre de personnes qui ont reçu une possibilité de venir dans notre formation. Ce qui est une explication de texte qui a peut-être déjà un peu plus de sens ou qui rend les choses un peu plus concrètes. Et il y a d'autres éléments autour de cette interface qui est quand même un peu étrange. C'est sur les formations similaires, où par exemple pour une licence de sociologie, on va vous proposer une licence de biologie. Je ne suis pas sûre qu'il y ait un lien direct, mais pourquoi pas, voilà. Donc la question par rapport à cette interface
et les utilisateurs que peuvent être les étudiants, c'est au final, en fait, comment est-ce qu'on pourrait repenser tout ça et la question de la transparence algorithmique afin que ça leur soit utile concrètement dans un choix de parcours pédagogique futur, universitaire. Autre chose à laquelle il faudrait aussi penser, c'est que potentiellement il y a aussi d'autres groupes qui pourraient être intéressés par plus de transparence et qui auraient peut-être besoin d'objets de transparence très particuliers. Typiquement, on peut penser aux professeurs, soit au niveau des lycées, mais aussi des commissions de sélection dans les universités. Alors, pour faire vraiment très rapide et simple, les universités ont elles-mêmes leurs propres algos. Sans doute à ce niveau-là, il y aurait aussi des objets de transparence à créer dans le sens où sélectionner des candidats, c'est pas quelque chose de si simple que ça, c'est pas quelque chose de neutre. Donc potentiellement comprendre comment est-ce qu'un algorithme classe les candidats, c'est quand même important pour faire un choix éclairé au final. Et par rapport aux étudiants, peut-être qu'on pourrait un peu renverser la logique. Si on fait un peu une expérience de pensée très très rapide et très sommaire, au lieu d'avoir toute cette abondance de formations partout en France, on pourrait aussi penser en termes de comment est-ce qu'on aide la personne à se diriger et à former aussi potentiellement un projet professionnel où on utiliserait plutôt la porte du métier que que l'étudiant aimerait faire et quelles seraient les formations associés. Et par rapport à ça, peut-être aussi ramener cet élément de transparence qui est mais quelles sont potentiellement mes chances d'y aller. Alors c'est une façon d'approcher le problème, mais il y aurait sans doute un certain nombre d'autres manières de faire qui sont à explorer. Et justement, en parlant d'autres façons de faire et de lever le voile, Swazig va vous parler de la coalition d'acteurs. Merci beaucoup Estelle. Donc là, on voit que dans cette première manière de lever le voile, on a parlé d'un algorithme du secteur public qui n'est pas du machine learning, de l'intelligence artificielle, on est vraiment sur des règles. Et ce qui était intéressant aussi, c'est que dans ces efforts de transparence et d'explication, on avait pléthore d'informations et voire presque trop d'informations. Ce qui pose aussi la question de... Voilà, qui peut le plus, peut le moins. Cette question de l'explication située dont parlait Simon au début, elle est très intéressante parce que finalement, on se rend compte aussi que peut-être trop de transparence tue la transparence. Bon, je vais arrêter avec mes nombreux slogans, mais j'en ai encore. Si vous voulez, on peut en discuter après. Moi, je vais vous parler de toute autre chose assez rapidement maintenant sur cette deuxième manière de lever le voile. C'est celle du cas des chauffeurs Uber. Comme vous le savez, je pense que je n'ai pas besoin de vous l'expliquer, Uber, la plateforme de VTC, utilise un certain nombre d'algorithmes pour attribuer des courses à ses chauffeurs. Et là, l'idée, c'est de se dire d'abord quelle est la perception ou quelles questions les chauffeurs Uber se posent sur l'algorithme, puisque contrairement à Parcoursup, il n'y a aucune information disponible de la part de la plateforme. Alors déjà, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller sur les forums spécialisés, parce qu'il existe des forums où les chauffeurs Uber peuvent échanger entre eux. Il existe aussi des groupes WhatsApp, des groupes Telegram, mais c'est des groupes fermés, puisque on vise à garder la fraîcheur primaire des informations, mais il y a aussi des plateformes publiques. Donc là, vous voyez sur le transparent quelques exemples. L'exemple d'un forum anglophone où une personne se pose la question de à quel point mon taux d'acceptation des courses joue sur les courses que je vais ensuite recevoir. Et ensuite, vous avez des exemples de personnes qui partagent leur expérience autour des algorithmes. Donc là, contrairement à LinkedIn, où on était beaucoup plus dans je vends quelque chose, je vends une offre, je vous apprends à être influenceur. Là, on a une espèce d'esprit de solidarité de chauffeurs qui se partagent des informations pour mieux travailler et recréer un peu de cet esprit de groupe. Ensuite, donc ça c'est la manière la plus... disons, c'est une première manière de partager de l'information et d'essayer de construire collectivement des explications, puisqu'ensuite, si vous allez dans le détail des billets, vous avez plein de discussions en fait, sur « Ah, moi je pense que si, moi je pense que ça », des gens qui partagent vraiment leur expérience. Et ensuite, on a des actions qui sont un petit peu plus structurées.
C'est pour ça qu'on parle de coalition d'acteurs. La première initiative dont je voulais vous parler, c'est l'initiative Driver Seat. Donc, c'est une initiative qui est située à Portland, donc aux États-Unis, qui est une coopérative qui vise à permettre aux chauffeurs de mutualiser leurs données. Donc, en pratique, c'est une application mobile qui permet de collecter les données, qui sont probablement aussi les données qu'Uber collecte, même la plateforme, mais auxquelles les chauffeurs n'ont pas aussi facilement accès. Et ensuite, ces données sont mises en commun. Alors pourquoi je vous parle de cette initiative-là ? Elle est intéressante à plusieurs niveaux, mais la chose qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est qu'elle permet de renverser le rapport de force, parce qu'en fait, ce qu'elle permet de faire, c'est qu'elle permet à différents chauffeurs de comparer leurs résultats en fonction de leurs données. Et donc, par exemple, d'identifier que telle personne qui a travaillé à telle heure a gagné plus que moi alors que j'ai travaillé à telle heure. Donc, ça me permet de comprendre quelque chose sur la manière dont l'algorithme fonctionne, puisqu'il va favoriser tel et tel moment de la journée, par exemple. Et ce que cette plateforme permet aussi de faire, ce que cette coopérative permet aussi de faire, c'est de comparer les plateformes de VTC entre elles. Donc là, on n'est pas forcément sur une explication de compréhension fine des algorithmes, mais on est sur une compréhension des résultats et de ce que ça donne. Et ça permet du coup, au lieu d'être soumis à la puissance managériale de l'algorithme d'Uber, de pouvoir soi-même décider, en fonction des résultats obtenus par cette analyse collective, vers quelle plateforme je vais me tourner pour être le plus avantagé dans mon travail. Et quand on va encore plus loin, et ce sera ma dernière initiative autour d'Uber, quand on va encore plus loin dans cette approche collective de l'explication, explication qui vise à renverser le rapport de force, on trouve des initiatives comme ici, ça s'appelle le Worker Information Exchange. C'est une initiative britannique qui propose aux chauffeurs de faciliter leur demande d'accès à leurs données auprès d'Uber et auprès d'autres plateformes. Et ensuite, de placer ces données dans un data trust pour pouvoir faire un certain nombre d'analyses et utiliser ces analyses pour construire, encore une fois, des explications exogènes à la plateforme, mais basées sur des données. Donc les initiatives que je vous ai présentées, elles se ressemblent, mais celle-là, en plus de recollecter les données, elle va même jusqu'à aller chercher l'information dans la plateforme, mais grâce au pouvoir de l'organisation collective. Et la dernière chose qui est intéressante autour de cette manière de lever le voile, c'est qu'on est dans un domaine numérique, mais finalement, elle est très connectée à des choses très anciennes, comme le syndicalisme et les luttes sociales et les luttes des travailleurs et travailleuses. Puisque l'exemple de WIE, c'est leur partenariat avec un syndicat de chauffeurs au Royaume-Uni pour ensuite porter des actions en justice qui ont permis notamment de révoquer le licenciement de plusieurs de chauffeurs qui avaient été licenciés abusivement par un seul algorithme. Et donc ce qu'on voit, c'est que cette explication qui est construite de manière collective et de manière externe à la plateforme, elle permet ensuite d'être réintégrée dans des choses qui sont très puissantes en matière de rapport de force. J'en ai fini sur cette deuxième manière de lever le voile et je vais laisser Simon nous parler de la troisième et dernière. Voilà, et puis de conclure rapidement. Là, donc, trois manières, on en a juste présenté trois là pour vous donner un panorama un peu générique, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc la première, effectivement, la transparence à valeur d'usage. Ce terme me semble important, de valeur d'usage. Voilà, ok, de la transparence, mais pour qui, pourquoi faire. La question des coalitions d'acteurs et du rapport de force qui est quand même présent aussi dans nos interactions avec, que ce soit l'État, avec Parcoursup ou avec différentes plateformes. Et puis la dernière manière, c'est de faire parler ceux qui ont les mains dans le cambouis. Alors on a appelé les ouvrières, on a une discussion, ouvriers spécialisés ou autres, les manœuvres, les mécanos, prenez le terme que vous voulez. Mais en gros, d'avoir un discours ou une enquête qui se focalise non pas sur l'objet, mais sur ceux qui le fabriquent. Et pour ça, on a un bon exemple. Vous connaissez peut-être ce service de Pôle emploi qui s'appelle La Bonne Boîte et qui est assez intéressant, donc qui est un service développé depuis plusieurs années, qui vise à aider des gens à faire des candidatures spontanées.
Donc en gros, comment ça marche? Je vais indiquer un métier, je vais indiquer un lieu de recherche et ça va me donner une liste d'entreprises. Donc par exemple, disons que je cherche un métier dans l'événementiel à Nantes, puisque ici c'est un salon 100% bénévole, mais si je voulais en faire mon métier, il me donnerait toute une liste d'entreprises. Donc là, vous avez, d'après la bonne boîte, les 10 entreprises susceptibles de recruter en organisation d'événementiel à Nantes. Et donc, il va me donner une liste. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une liste d'entreprises, non pas qui ont déjà lancé des offres d'emploi, mais des gens qui sont susceptibles de recruter. Donc, un algorithme, en l'occurrence, 3 algorithmes différents, sont venus pour aller classer ça. Et là, il y avait quelque chose d'intéressant sur cette interface-là, qui est la question du potentiel d'embauche. Vous voyez, là, c'est sur 5 étoiles. Et puis, en fait, en parcourant le site, on ne voit jamais en dessous de 2,5. Et donc, ça posait une question sur la manière. Pourquoi on ne voit jamais en dessous de 2,5 a priori? Je ne sais pas, c'est comme les notes sur Uber. Si vous avez de 1 à 5, bah, c'est pour qu'on utilise les 5 échelles. Sinon, c'est un peu bizarre. Et il s'avère que la bonne boîte, c'est un bon exemple de transparence dont tu parlais tout à l'heure, d'ouverture du code source, parce que le code source de la bonne boîte est disponible. Et en allant fouiller sur le compte GitHub de la startup d'État, la bonne boîte chez Pôle emploi, alors je vous redonnerai tout le chemin exact, parce qu'il faut aller chercher quand même. Et on trouve à un moment donné le code que je ne suis pas capable de lire, les commentaires que je suis capable de lire. Et en ligne 18, 19, 20, vous avez que le nombre d'étoiles soi-disant between 0,0 et 5,0, en fait, est au minimum de 2,5, au maximum de 5. Donc, effort de transparence pour le coup, puisque à minima, c'est documenté. Et c'est là où on arrive à quelque chose d'intéressant dans documenter les choix, c'est-à-dire qu'en gros, à partir de ça, on a pu aller rencontrer les développeurs de la bonne boîte et comprendre, leur dire « Ah tiens, là il y a un choix, pourquoi il y a ce choix-là » Et ça, c'est hyper intéressant d'arriver à documenter le choix. En l'occurrence, si vous voulez la réponse, je vous la donne. C'est que, en fait, les tests utilisateurs qu'ils ont fait montraient que si les gens voyaient des offres avec des entreprises, ou en tout cas des rankings d'entreprises avec 1 ou 2 étoiles, personne n'allait postuler là disant c'est vraiment pourri. Et donc en gros ça envoyait un signal qui n'était pas bon, alors qu'ils disaient bah non, si on les sort dans la liste, c'est qu'il y a un potentiel d'embauche qui est réel. Donc ils ont un petit peu tweaké le truc en mettant voilà, que c'est de 5 à 5. Encore une fois, ça, c'est intéressant que ce soit dans de la transparence pour le coup, mais la valeur d'usage, elle est que justement, on peut aller discuter avec des développeurs en leur disant pourquoi ça? Vous avez fait l'effort en plus de le documenter. Pourquoi? Et sur un service comme la bonne boîte, il y a une trentaine de choix comme ça qu'on pourrait aller questionner, documenter et poser des questions sur pourquoi vous avez fait ces choix-là. Et on verrait que d'ailleurs, dans la plupart du temps, les choix qui ont été faits de ce style-là ne sont pas des choix qui visent à tromper l'utilisateur. C'est des choix qui visent à rendre le service encore plus efficace, en l'occurrence pour les demandeurs d'emploi et ceux qui cherchent un emploi. Voilà, donc c'est juste un exemple, mais il y a plein d'enquêtes aussi. Il y a eu des enquêtes, notamment de Nick Siever sur l'algorithme de Spotify, en allant interroger un certain nombre de développeurs pour essayer de comprendre ce que chacun comprend de l'outil qui se creuse. Voilà. Alors, on en a fini en plus, on est dans les temps, c'est parfait. Et donc, on aura envie de maintenant vous lancer un appel. La question, c'est bon, ok, et maintenant? Donc, on espère vous avoir montré des exemples différentes manières de lever de voile. On espère vous avoir montré que, en fait, on est tous concernés dans nos interactions. Alors, peut-être que vous êtes concernés à plusieurs titres. Peut-être que vous êtes concernés en tant qu'utilisateur. Il survient au titre de notre conférence quand on dit expliquer c'est faisable, c'est souhaitable, et puis les 1 fois, 10 fois, 100 fois, des interactions quotidiennes, on en a beaucoup. Peut-être que vous êtes a fortiori concerné parce que vous développez des systèmes et que construire des explications, c'est pas que pour vos utilisateurs. C'est peut-être aussi pour vos collègues dans le bureau d'à côté qui ne comprennent pas très bien ce sur quoi vous travaillez. C'est peut-être pour celui qui finance ces travaux-là qui veut un peu mieux comprendre. C'est peut-être pour l'autorité de régulation demain qui va vous dire ton truc de recommandation de prise de diabète automatisé, moi je suis l'autorité qui m'occupe des produits médicaux, ça m'intéresse de comprendre un peu mieux comment tu veux faire. Bref, on a tous une bonne raison
de vouloir construire une explication d'algorithme. Et donc, ce qu'on voudrait vous proposer collectivement avec Estelle et Swazik, c'est de se dire, si vous voulez venir avec nous pour engager ce parcours-là, nous, on sera ravis de déclencher une dynamique autour de cette question de comment on essaye de rendre ces systèmes un petit peu plus compréhensibles, en tout cas dans nos interactions quotidiennes. Voilà, donc au nom de mes 3 camarades, on vous remercie pour votre attention. Je pense qu'il nous reste 4 minutes. On a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions, si quelqu'un veut lever la main. Oui. Alors, question devant. Et je ne vous ai pas dit, mais bien sûr, vous pouvez nous retrouver sur Twitter et sur une autre plateforme professionnelle. Oui. Voilà. En fait, j'avais une question par rapport à la première brique, transparence à valeur d'usage. Et si on reprend en fait le cas de Parcoursup qui est quand même assez parlant, on comprend l'importance, par exemple, pour les étudiants d'en comprendre en fait le fonctionnement, parce que voilà, ça concerne leur éducation future. Mais comment est-ce qu'ils peuvent faire ça? Comment est-ce qu'ils peuvent comprendre l'algorithme de Parcoursup pour faire leur choix et faire en sorte en fait que ça réponde à leurs besoins? Parce que finalement, on se dit c'est pas si facile pour un lycéen de comprendre l'algorithme de Parcoursup. Merci pour la question. C'est une excellente question. En fait, je pense que d'abord, il faudrait déjà demander aux élèves en fait qu'est-ce qui les intéresserait en fait par rapport à l'algorithme, qu'est-ce qui serait important de comprendre par rapport à cet algorithme, parce qu'en soi, en fait, au final, en fait, Parcoursup, c'est un peu particulier parce qu'il y a l'algorithme national et ensuite il y a les algorithmes locaux. Alors les locaux, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait même pas s'il y en a qui sont vraiment implémentés dans toutes les formations, etc. etc. Donc ça, c'est vraiment une grosse part d'ombre dans le système. Après, l'algorithme national, il n'est pas d'une complexité folle. Il est relativement compréhensible. Du coup, on pourrait très bien avoir une explication un peu globale de cet algorithme sur, oui, en fait, on prend les vœux pour cette formation, on les classe en fonction, par exemple, des résultats scolaires. Ensuite, il y a effectivement des critères boursiers, donc ça fait remonter des boursiers, etc. Ensuite, il y a des critères, par exemple, de est-ce que vous êtes un étudiant local, est-ce que vous êtes un étudiant national, etc. Et donc, il y a ces critères qui viennent remanier un peu l'ordre d'appel. Ça, c'est une explication générale qui peut être donnée. Est-ce que cela permet fondamentalement à l'étudiant de faire un choix de formation? C'est pas forcément évident à mon sens. Ça peut l'aider potentiellement à se positionner, mais dans l'objet très précis qui est la liste d'appel ou l'ordre d'appel entre guillemets. Mais en fait, je pense que honnêtement, pour répondre vraiment à cette question-là, il faudrait travailler avec des lycéens, etc., qui vont devoir faire un choix de formation cette année, l'année prochaine, etc., et essayer de comprendre en fait de quoi ils ont besoin par rapport à l'algorithme, par rapport à d'autres choses autour de l'algorithme pour réussir à faire un choix. Et je pense que ça, c'est pas forcément quelque chose qu'on a trop souligné pendant l'intervention, mais en fait, faire intervenir et vraiment prendre avec soi les parties prenantes autour d'un projet algorithmique, c'est hyper important parce que en fait, ça crée déjà une diversité d'opinions et de voix autour de cet objet qui est quand même un peu technique. Et au final, ça peut que améliorer la valeur d'usage globale du système. Très bien, et donc on va en rester là et s'arrêter sur Parcoursup. Merci de votre attention et de votre participation.